Bonjour à tous. Moi, j'ai un profil un peu différent des deux talks précédents. Je vous en parlais juste après. Je m'appelle Jonathan, j'ai fait des études d'ingénieur et ensuite j'ai été product manager dans une boîte qui s'appelle Paperest pendant 4 ans. Depuis 2 ans, je me suis mis en indépendant, où j'ai fait plein de petits projets, du freelance et un peu de knowledge management. Mon premier contact avec l'IA, c'était il y a 1 an à peu près. Pour vendre mes projets, j'avais besoin de faire des posts LinkedIn et j'avais la flemme de les rédiger. Du coup, je me suis un peu documenté sur qu'est-ce qui se faisait sur le marché qui pouvait m'accompagner dans ces cas-là. Et je suis tombé sur des boîtes comme Copy AI ou Jasper. En fait, je trouvais ça incroyable. Je me suis dit, mais c'est fou, c'est des robots qui parlent en fait. C'est genre pourquoi, enfin, le monde devrait savoir que ça existe, quoi. Je me suis dit, ok, je vais regarder un peu comment ça marche derrière. En fait, c'est des API qui sont publics. Donc en fait, pourquoi personne n'en parle, quoi. Genre, c'est quelque chose qui devrait faire de l'effet sur Terre, quoi. Je me suis dit, ok, je vais créer mon propre générateur basé sur ces API-là qui sont du coup disponibles. Et donc j'ai bossé sur un projet qui s'appelle Copystormer et qui permet en fait d'écrire des posts LinkedIn, donc à partir d'une petite description, donc un mini prompt. Donc par exemple, j'aimerais dire à quel point mon entreprise est cool parce qu'elle fait du télétravail et ça va générer un post avec une super accroche, des emojis, des hashtags, des blagues, enfin tout ce qui va bien, quoi. Du coup, j'ai utilisé 2 techniques pour arriver à faire marcher le truc. C'était pas évident parce que il y avait pas vraiment de documentation. Enfin, c'était un peu défricher le projet, quoi. Le premier, c'est le fine tuning, donc ça reprend un peu ce qui a été dit juste avant. Donc en gros, j'avais scrappé des milliers de posts LinkedIn que j'avais, enfin, avec des outils comme Phantom Buster par exemple, et j'avais utilisé GPT-3 à l'époque pour faire un résumé de ces posts-là. Et j'avais donné les couples résumé post complet au modèle pour qu'ils comprennent comment passer de l'un à l'autre. Donc comment passer de un tout petit résumé de une phrase à un post complet qui existe vraiment et qui a été écrit par un influenceur ou quelqu'un qui marche bien sur LinkedIn. Donc ça, c'est la première méthode que j'ai utilisée. Et la deuxième, c'était du prompt engineering. Donc à l'époque, il n'y avait même pas de terme pour dire ça. C'était vraiment juste plein d'essais, des erreurs. Donc j'avais pris un peu des posts que je trouvais bien. J'avais essayé d'extrapoler quels étaient les critères de qualité. Donc par exemple, la qualité de l'accroche, à quel point ça fait du LinkedIn, à quel point ça sonne un peu LinkedIn, si le raisonnement il est bien, si c'est proche de la demande, si c'est pas un peu fourvoyé dans des directions différentes. Je m'étais amusé à noter en fait pour 5 demandes classiques sur ces critères-là comment le prompt s'en sortait. Et du coup, j'ai fait énormément d'essais du coup pour voir un peu qu'est-ce qui marchait bien, quoi. Le résultat était vraiment très cool. J'ai pu avoir des réactions comme celle-là et j'en ai eu pas mal. Et donc j'étais assez content de moi. Du coup, c'était en octobre 2022. Retenez bien la date. J'ai eu aussi ce genre de réaction. Des gens qui ont pris le contact avec l'IA en pleine poire, en gros. Je me suis retrouvé avec un espèce de bad buzz donc sur LinkedIn de gens qui m'ont insulté en me disant que j'avais créé un monstre qui allait provoquer la perte de l'humanité ou ce genre de choses. Vous pouvez voir que c'est des posts qui marchaient plutôt bien. Donc ces commentaires-là sont likés donc, par des gens de LinkedIn. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un certain nombre de haters, mais du coup ça a fait du buzz, mais du coup ça a fait du reach, et du coup moi ça m'a rapporté des abonnés. Donc j'étais très content. On est en novembre 2022. Voilà ce qui se passe en novembre 2022. Donc ChatGPT débarque pour 0 €. Pas cool, quoi. Pas cool, parce qu'en fait, pour moi, le deal avec OpenAI, c'était on vous fournit des API. Nous, on fait pas de trucs côté client. On fournit des API. Après, les entrepreneurs, les entreprises les approprient et vous nous payez comme ça. Et là, ils arrivent et ils prennent le travail des entrepreneurs et des entreprises en faisant quelque chose de côté client. Et en plus, ils le mettent gratuit. Donc en gros, pour moi, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'avais mon plus gros concurrent qui en plus est devenu extrêmement connu en à peine quelques jours. C'était une déferlante. C'est-à-dire que je me rappelle le tweet de Sam Altman qui annonce la sortie de ChatGPT sur Twitter. Donc il arrive et en 2 lignes, voilà, on a fait une petite expérimentation, je vous invite à regarder. Je voyais le nombre de likes passer de minute en minute à des milliers, puis des centaines, enfin des dizaines de milliers. Je me suis dit, oh là là, c'est pas terrible, ça. Donc c'était un peu une catastrophe. Mais du coup, c'était quand même une super expérience parce que j'ai vraiment pu creuser le sujet. Enfin, je me suis vraiment fait une expertise sur le prompt engineering, sur le fine tuning, sur un peu comment marche OpenAI, sur le fait qu'ils sont pas très open, qu'ils sont pas très sympas, mais qu'ils font des très bons produits. Donc du coup, j'ai cette casquette. Du coup, ça m'a aussi permis de me faire une notoriété sur LinkedIn, justement.
un entrepreneur est venu me voir et il m'a dit bah, j'ai vu ce que tu avais fait, je trouve ça cool. Est-ce que tu peux me faire une version juridique pour aider les avocats? Donc en gros, son cas de figure, c'était j'aimerais pouvoir poser une question à un chatbot et le chatbot me répondrait en citant l'article de loi correspondant. Donc d'après le code du travail, je vous recommande de faire cette action pour votre situation très précise. Et du coup, le chatbot n'aurait pas le droit d'halluciner. Contrairement à ChatGPT, du coup, qui, on le sait, parfois dit des bêtises, quoi. Donc la différence avec Copystormer, c'est que c'est pas du tout le même objectif. Dans le premier cas, il fallait vraiment être très créatif, donc s'inspirer du style LinkedIn, un peu d'avoir la patte, l'essence un peu de ce côté un peu créatif, parfois un peu énervant aussi. On peut trouver ça pénible à le dire, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Et pour avoir ces méthodes-là, pour avoir ce résultat-là, il fallait du coup faire du fine-tuning et du prompt engineering, comme je l'ai dit précédemment. À l'inverse, Lexipro, donc le projet pour cet entrepreneur, il n'aura pas du tout le même objectif. Il aura au contraire pas le droit de se tromper ou d'halluciner. Donc lui, on lui demandera pas d'être créatif. On ne voudra surtout pas qu'il prenne ses aises et qu'il commence à inventer des textes de loi. Ça serait la pire chose. Et aussi, on a besoin qu'il cite ses sources. On veut que l'avocat ou le juriste qui s'en serve, il puisse vérifier. Donc exactement comme sur slide, du coup, on a besoin d'avoir la source qui est utilisée pour la réponse. Bah là, ça va être ce cas-là. Et donc les méthodes vont pas être les mêmes. Dans ce cas précis, on va utiliser de la recherche vectorielle et du coup aussi du prompt engineering. Quels outils j'ai utilisé pour construire ce chatbot? Donc ma base de données, donc c'est pas Elasticsearch, voilà, c'est un outil qui s'appelle Xata et en fait c'est très facile d'accès. Du coup moi je suis pas développeur à la base, j'ai plutôt un background semi-technique mais j'essaye quand même de me débrouiller. Donc j'utilise des outils les plus simples qui me permettent de faire juste ce dont j'ai besoin. Et donc là en l'occurrence j'avais juste besoin d'un outil qui puisse stocker mes données, mes articles de loi et de pouvoir les visualiser comme sur un tableur. Donc Xata c'était très bien parce que du coup c'est facile. Il y a des bonnes API et ça gère les vecteurs. Donc j'y viendrai juste après. Et côté code, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Autocode. Donc Autocode, pardon, ça ressemble à ça. C'est un IDE en ligne et ça permet de stocker, mais aussi de faire tourner le code. Donc c'est très très pratique. Ça gère l'infrastructure. Le déploiement est instantané. Et en plus, il y a un copilote AI du coup qui est intégré dedans donc pour aller encore plus vite. Donc c'est vraiment l'outil parfait en gros pour aller plus loin que du Zapier ou du N8N. Ça permet d'aller à l'étape du dessus, quoi. Côté inconvénient, c'est un petit peu cher, donc on paye autant d'utilisation. Il y a un timeout, donc c'est-à-dire qu'en gros, si vous envoyez une requête sur Autocode, elle va être limitée en temps. Donc si ça dépasse les 60 secondes de timeout, la requête va pas aboutir. Et du coup, pour votre backend, vous avez le choix que entre Node.js et Node.js. Donc si vous faites du Python par exemple, ça va pas marcher. Donc en l'occurrence, moi ça tombait bien, mais c'est quand même des limitations assez drastiques, quoi. Donc comment j'ai fait marcher du coup le chatbot? Donc la première étape, c'était de récupérer les textes de loi. La deuxième, c'était de attribuer à chacun de ces textes un point dans l'espace. Donc on parle de vecteur, donc un espace à n dimensions, pas forcément à 3. Ce point dans l'espace, il dépend du sujet du texte. Donc c'est vraiment le principe des embeddings, hein, c'est vecteur en anglais. Par exemple, un article sur les chiens sera à proximité d'un article sur les vétérinaires, mais très loin d'un texte constitutionnel. Donc si on regarde dans l'espace, les points ne seront pas au même endroit. Et dès que l'utilisateur pose une question légale, on va calculer son vecteur, c'est-à-dire sa position dans l'espace, et on va regarder aux alentours de ce point-là les textes qui sont proches. En gros, c'est ça qui va faire que les textes qui sont proches spatialement de la question vont être utilisés pour la réponse. Donc en fait, c'est comme ça que ChatGPT, en gros, on lui envoie la question et les textes qui étaient pas loin dans l'espace, en gros. Et du coup, avec ce contexte-là, il va avoir toute l'information dont il a besoin pour répondre parfaitement. Et du coup, on a aussi les textes qu'il a utilisés. Donc on pourra donner la source à l'utilisateur. Donc pour la première étape, très simple, hein, tout est en ligne. Les JFrance, les jeudis libres sont là et de façon exhaustive et c'est parfait. Pour la deuxième étape, donc la vectorisation, du coup, j'ai utilisé Xata. Donc là, vous pouvez voir sur ce tableau-là, en gros, chaque ligne correspond à un article et on peut voir l'article, le nom de l'article et son vecteur à côté. Donc là, comme il est très long, il y a 1500 nombres. Ils ne sont pas affichés, mais si on clique sur la case, je vous garantis qu'il y a bien 1500 nombres. Donc dans un espace à 1536 dimensions, on pourrait trouver la position de chaque article. Pour la troisième étape, donc le calcul de la position dans l'espace, on va utiliser les embeddings. Donc ça, c'est une fonctionnalité de OpenAI. Donc là, en très, très simplifié pseudo.js, en gros, on va prendre la question, on va la donner à OpenAI, et OpenAI va renvoyer donc la question vectorisée, c'est-à-dire 1536 nombres, donc le vecteur dans l'espace correspondant à la question. Et on va donner ce vecteur-là à Xata, qui va s'en servir pour trouver les textes qui sont dans l'espace
de façon proche. Et donc c'est ça qui va faire office de source. Et enfin, donc une fois qu'on a les sources, la question, on va pouvoir l'envoyer à ChatGPT pour qu'il fasse sa réponse. Donc là, en l'occurrence, il y a 2 trucs que j'ai ajoutés en plus dans l'envoi. C'est le début de la conversation, puisque c'est un chat, donc il ne faut pas qu'il oublie que on a déjà parlé avec lui. Donc je lui donne les questions et réponses qu'il a données dans le chat, les sources dont il a besoin pour répondre, la question posée, et aussi un truc que j'appelle le conditionnement, dont je vous montrerai juste après ce que c'est. Et donc en fait, ça, c'est en fait ce qui va constituer mon prompt. C'est les 4 informations qui vont faire que la réponse du bot, elle sera super pertinente. Alors qu'est-ce que c'est que le conditionnement? Donc le conditionnement, c'est tout simplement la personnalité en fait du bot. C'est ce qu'il a le droit ou pas le droit de faire, c'est comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il est capable ou pas capable de faire, comment il réagit quand il sait pas. Et donc c'est un peu la sauce secrète du produit. Donc tout le reste, c'est OpenAI, c'est hyper standard. Donc je comprends qu'on puisse vouloir faire des modèles privés qui soient pas, les mêmes que tout le monde. Mais ça, c'est quand même ce qui va faire la différence avec un autre projet, c'est qu'il n'y aura pas forcément le même conditionnement. Donc si Doctrine se lance sur le même sujet, leur bot, il aura la personnalité de Doctrine et pas celle de Lexipro du coup. Donc ça, c'est une table que j'ai mise dans Xata et que dont j'ai donné l'accès à l'entrepreneur qui bosse avec moi, ce qui fait que lui, il peut faire plein d'essais et voir un peu quel conditionnement fonctionne le mieux, qu'est-ce qui me permet d'avoir les meilleures réponses, les plus intéressantes, qui n'est pas par exemple de cas où il sort un peu de son personnage. Et donc voilà, c'est le conditionnement. Donc c'est le premier des 4 ingrédients du prompt que je donne à ChatGPT. Et donc un dernier point pour vous montrer un peu à quoi ressemble mon chatbot. En gros, moi je suis pas un développeur à la base, donc j'ai trouvé des templates un peu de chatbot sur internet. Je les ai mis dans AutoCode, mais c'était pas très beau quoi. Du coup, j'ai demandé ChatGPT, tu es le meilleur designer de chez Apple. Est-ce que tu peux jeter un œil à mon CSS et le rendre merveilleux? Et voilà le résultat. Donc là, vous pouvez voir le travail de ChatGPT sur du CSS. Donc les couleurs, les ombres, les arrondis, tout ça est le travail d'une intelligence artificielle. Donc je suis assez content du résultat, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Dans ton conditioning, est-ce qu'il y a eu un moment où le fait de lui donner trop de conditions faisait qu'il saturait un peu, il respectait plus en fait ton conditioning? En gros, il faut pas que tes règles elles soient contradictoires, quoi. Sinon, il va pas en tenir compte. Il faut que tu sois assez cohérent dans tes règles. Et faut pas que tu lui en donnes trop non plus parce que ta fenêtre en fait de prompt elle est pas infinie. Et tous les conditionnements que tu mets, en fait, c'est de l'espace en moins que tu auras pour envoyer des sources, pour retenir le début de la conversation. Donc c'est un des choix, par exemple, c'est que quand les sources elles sont trop grandes, parfois les articles de loi ils sont immenses, en fait, il y a un moment où il va devoir oublier le début de la conversation pour laisser de la place pour la fenêtre en fait de prompt, quoi. Donc c'est une délimitation, ouais. Stan, j'ai vu que tu utilises GPT-4 32 000. J'ai jamais pu utiliser. Tu as eu des retours par rapport aux performances, t'as une différence par rapport aux 7 000? 3 versus 4 ou 32 versus 16? J'ai vu que tu avais mis dans ton exemple, j'ai Ouais. tiré 32K. Ouais. C'est très bêta fermé, etc. Ouais. Est-ce que tu as des petits retours sur les performances comparé à celui qui est 7 000 tokens, je crois? En gros, moi, les retours que j'ai sur la version 4, c'est plus entre 4 versus 3. C'est que la 4, elle est lente. Et que du coup, quand on attend la réponse du chatbot, c'est pénible. En fait, tu vois vraiment les mots qui s'affichent un par un. C'est pénible. Donc du coup, moi, je suis revenu à la 3.5, qui a des meilleures perfs et qui répond plutôt correctement. Voilà. La 4.8 vers la 4.32, tu as pu voir des différences? Normalement, ça change rien. Moi, j'ai pas constaté de différence, mais normalement, ça change que la fenêtre en fait. Les 32, c'est vraiment le nombre de tokens que tu peux donner. Donc normalement, ça devrait pas changer. Est-ce que les textes de loi, ça peut être assez long? Est-ce que tu les as découpés? Est-ce que tu as fait du chunking? Si oui, comment? Alors, dans ce projet-là, j'ai pu mettre les textes en entier. J'ai bossé aussi sur un autre projet, cette fois pour des démarches administratives. Et là, en l'occurrence, j'étais obligé de faire du chunking. Et parfois, c'est pas évident parce que du coup, dans ce second projet sur les démarches administratives, il y a beaucoup de cas où il y a des paragraphes conditionnels. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes une entreprise de plus de 30, vous avez ce paragraphe-là, sinon c'est celui-là. Et donc, en fait, il y avait tout un travail de reconstitution un peu des conditionnements par rapport à chaque paragraphe qui était un peu compliqué. Là, dans ce projet-là, j'ai pas eu besoin. Est-ce que tu as est-ce que tu as eu des problèmes liés à la temporalité? C'est-à-dire qu'est-ce que tu as parfois des questions du style quels étaient les textes de loi en 2005 et est-ce que tu peux m'analyser ça avec les textes de loi de 2005?
C'est une bonne question, j'ai pas testé ce cas de figure. Je suis pas sûr que les avocats ils en aient besoin. Question en ligne, merci pour le taux. Est-ce que tu as remarqué une baisse de la qualité des réponses de ChatGPT dans le temps? C'est un peu le bad buzz de cette semaine pour... Alors je l'ai vu passer, mais du coup ça concernait que la version 4, et comme du coup moi j'étais plutôt sur la version 3.5, j'ai pas constaté. Quand j'utilisais la version 4, c'était plus pour des questions perso, pas pour un projet en production. Donc j'ai pas pu voir l'évolution de la qualité au fil du temps. Il y a d'autres questions, je crois. Là, c'est une interface de chat, c'est ça? C'est une interface de chat. Ouais. Ouais. Pour le cas d'usage légal, c'est quoi l'intérêt d'avoir un chat plutôt que juste des questions-réponses? Bah, c'est que tu as un follow-up en gros. Tu peux demander une précision, tu peux rajouter une information, tu peux lui dire ah non mais c'est pas exactement ça que je voulais dire. Tu as vraiment ce côté conversationnel. À chaque fois, il fait du retrieval sur la nouvelle question qui est posée. En gros, bah, si je reprends le prompt, en gros, c'est vraiment le conditioning, donc les règles, le début de la conversation, donc tous les premiers échanges, deuxième, troisième, quatrième, etc. Et les sources et la question posée. Et du coup, s'il y a plus de place, bah, j'oublie le début de la conversation petit à petit pour qu'il soit jamais à court de place, quoi. Ton conditionnement et ton début de conversation, c'est combien de tokens à peu près? Alors de mémoire, non, il faudrait que je regarde, je pourrais pas te dire de mémoire. Mais j'ai essayé de les limiter quand même pour laisser au maximum de place aux articles sources, du coup, qui peuvent parfois être longs. Et surtout si j'en ai besoin de plusieurs, parce que parfois la réponse elle est pas dans un seul article, mais en combinant plusieurs. Donc ouais, j'essaie, mais je saurais pas te donner un chiffre exact. Est-ce qu'il y a encore une question? Est-ce que tu vas chercher des nouveaux articles au fur et à mesure de la conversation, ou tu gardes les mêmes? Bah en fait, les articles que je prends, ils dépendent de la question posée. Donc en gros, La dernière, ou tu prends vraiment tout ouais. le texte? Non, je prends que la dernière, je crois. Faudrait que je vérifie, mais il me semble que je prends que la dernière. En vrai, je pourrais prendre la conversation complète, mais j'aurais peur qu'ils prennent des articles trop en rapport avec le début et pas assez avec la fin. Du coup, il y a un risque qu'ils passent à côté de la réponse, quoi. Il me semble que c'est pour ça. Je crois que j'avais fait essai, mais je me rappelle plus de la raison pour laquelle j'ai fait celui-là. Une autre question en ligne. Est-ce que ce chatbot peut aussi vérifier des argumentaires légaux pour les avocats? Chercher des failles dans les textes de loi. Chercher des failles dans les textes de loi ou dans les Non. argumentaires dans les textes de loi. Chercher dans les textes de loi des failles. Ah, des failles, d'accord, ok. Ah bah ça, faudrait essayer. Là, ce qui est bien avec ce genre de projet, c'est qu'on sait pas tout ce qu'il sait faire. Voilà, c'est la découverte. Est-ce que ça marche? Ah oui, ça marche bien. Ouais. Bah en gros, comment j'ai pu savoir que c'était pas n'importe quoi, c'est qu'en gros, avec l'entrepreneur avec qui je travaillais, je lui avais demandé de me fournir des couples de questions-réponses et de voir que la question donnait bien la bonne réponse, quoi. Et bah en gros, ouais, j'avais testé peut-être une trentaine de questions-réponses et à chaque fois c'était bien. Parfois c'était plus long, plus court en termes de quantité d'infos. Mais ça m'a, ouais, c'est ça qui m'a. Enfin, en gros, j'avais fait ça juste sur une dizaine de textes au début. C'était en version POC, et je lui avais demandé est-ce que tu peux me faire une trentaine de questions-réponses sur ces 10 textes-là. Et comme ça avait bien marché, bah, on est passé à l'échelle et on a tout mis, quoi. C'était un peu l'idée. Non, bah merci beaucoup.